Bonjour à tous, bienvenue pour cette Malte Academy. Bonjour à Julie, Stécie et Adrien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez et nous voyez bien. Il me semble que ça fonctionne. Bon, c'est parfait, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Parfait, je vois beaucoup de bonjours. Nickel. Sachez qu'un replay sera disponible dès la fin de la présentation, donc vous pourrez avoir accès si jamais vous voulez revoir certaines parties. Donc voilà, on a le chat ici pour échanger ensemble. Si jamais vous avez des questions, il y a un onglet qui est dédié pour ça, juste en bas à droite de votre écran. Vous êtes beaucoup aujourd'hui, donc vraiment posez vos questions dans cet onglet, et comme ça permet de toutes les recenser. Vous avez la possibilité de voter pour ces questions. Donc à la fin, on prendra une dizaine d'entre elles pour les afficher et pour que Julie et Adrien puissent répondre en live. Et en attendant, pendant le live, Stécie pourra répondre à l'écrit aux autres questions pour la partie pollen. Moi, je serai aussi là pour la partie Malte. Donc voilà, on sera plus en backstage. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace pour qu'on puisse échanger tous ensemble en même temps que le live. Voilà pour la partie un peu technique. Je vais faire une rapide présentation de Malte. Ensuite, on aura une rapide présentation côté pollen par Julie. Et ensuite, on pourra échanger donc sur le sujet de la productivité avec ChatGPT et Adrien. Hop. Je suis Céline, je suis responsable des événements pour les freelances et les consultants Malte en France. Voilà, mon rôle, c'est d'organiser des événements comme ceux d'aujourd'hui, vous apporter du contenu qui vous aide dans votre quotidien de freelance. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous en avez des suggestions sur les formats, les sujets. Je suis là pour ça. Donc Malte, vous connaissez pour la plupart. On a une plateforme qui recense des freelances et des consultants indépendants en Europe pour vous apporter des missions, vous aider dans votre quotidien d'indépendants. Et une de nos missions, c'est aussi de vous apporter un certain nombre de ressources. Donc, la possibilité d'échanger avec la communauté, comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi de vous apporter des contenus sur votre relation aussi avec vos clients. Donc, on a pas mal d'articles dans notre blog. Je vous transmettrai des liens justement dans le chat, des choses qui peuvent vous être utiles. On a aussi un réseau de partenaires qui peut vous accompagner dans votre quotidien. Alors, ça peut être sur des sujets très variés comme la compta, préparer sa retraite, etc. Mais aussi la formation, développer de nouvelles compétences. Et c'est tout à fait l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui avec Pollen, qui est un de nos nouveaux partenaires, qui va pouvoir du coup vous présenter un petit peu les différents sujets. Et donc du coup, je passe la main sur ça à Julie, qui est du coup fondatrice de Pollen, qui va pouvoir vous en dire plus. Merci beaucoup Céline et ravie de tous vous retrouver aujourd'hui. Donc Pollen, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous êtes sans doute nombreux parce qu'on a lancé la plateforme il y a un peu moins d'un an, donc un petit peu moins de notoriété que Malte encore. C'est la nouvelle plateforme qui permet d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle directement des meilleurs experts, de professionnels qui sont en poste dans les secteurs de la tech, la data, du produit, mais aussi sur des sujets de leadership, management et des soft skills, en apprenant de la meilleure des façons. C'est-à-dire pour nous, en apprenant en petits groupes, en live, et auprès de pairs, c'est-à-dire auprès d'opérationnels en poste qui ont défriché un sujet, qui ont inventé de nouvelles manières de travailler, qui ont éprouvé leur méthodologie, leur framework au quotidien dans leur métier et qui vont pouvoir partager ce qui fonctionne moins, quelles sont les méthodes qui ont fait leurs preuves et ainsi permettre à d'autres de progresser, d'apprendre et de gagner du temps dans leur vie professionnelle. On partage avec Malte, je pense, cette vision de l'importance de la désintermédiation, de mettre en contact direct des professionnels entre eux. Et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir ce partenariat avec Malte et de vous parler un petit peu plus en détail d'un sujet très important qui est celui de comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à booster notre productivité. C'est une compétence clé, un enjeu clé. Aujourd'hui, les compétences, on le sait, ont des durées de vie très courtes, 18 à 24 mois. L'intelligence artificielle bouleverse la manière dont on travaille, dont on apprend et génère énormément de nouvelles opportunités pour le monde du travail en général, pour les freelances en particulier. Et on va rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet avec Adrien aujourd'hui, que je suis ravie d'accueillir. Et peut-être juste avant d'introduire Adrien, je voulais vous rappeler deux éléments.
Le premier, c'est que dans le cadre du partenariat avec Malte, vous avez la possibilité de vous inscrire à des sessions Pollen en profitant d'un code de réduction de 100 € pour votre première session, Malte 500. Et la deuxième, c'est que à l'issue de la session, vous pourrez, deux d'entre vous vont pouvoir gagner des places à la prochaine formation d'Adrien, qui a lieu le 26 avril à Paris chez Comet, où il rentrera encore plus dans le détail de ce qu'il va un petit peu toucher du doigt aujourd'hui, de comment est-ce qu'on peut maximiser et booster sa productivité grâce à ChatGPT. Donc, maintenant, pour vous en dire un peu plus sur Adrien, notre trainer pollen et le speaker du jour et le grand expert en productivité grâce à ChatGPT. Adrien, c'est le fondateur de Qubin. Qubin, c'est toujours le pionnier de la logistique e-commerce en Europe à destination des e-commerçants et des marketplaces. Un chiffre assez marquant pour montrer la trajectoire de Qubin, c'est 15 millions de clients livrés dans le monde. Est-ce qu'Adrien, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, à la fois ta trajectoire chez Qubin, ce qui t'a conduit à lancer Qubin, et quels sont tes nouveaux projets aujourd'hui, puisque je crois savoir que tu te lances dans de nouvelles aventures. Merci. Bonjour à tous, enchanté. Donc, je suis Adrien Fernandez-Baca. Comme tu l'as dit, Julie, donc je suis fondateur et ex-CEO de la startup Qubin. Qubin, c'est le pionnier de la logistique e-commerce à destination donc des e-commerçants et marketplaces. On a levé 80 millions d'euros en cumulé en equity et en dette, et on a livré plus de 15 millions de clients avec une équipe de 400 personnes. Donc, j'ai quitté la société et revendu mes actions il y a quelques mois. Et en ce moment même, je suis en train de lever de l'argent pour créer donc une petite structure, un petit fonds de private equity entrepreneurial qui a pour mission de racheter des sociétés qui sont rentables et non rentables pour les réorganiser autour d'un système tech qui est uniformisé afin de créer des plateformes sectorielles leaders dans le marché. Et notre premier fonds, étant donné que je connais très bien le marché de la logistique, aura pour vocation de racheter différentes sociétés de cet écosystème pour créer un groupe qui fait à peu près 300 millions de revenus dans les 24 prochains mois. Belle ambition, génial, et très contente de découvrir du coup en avant-première tes nouvelles aventures. Quand on a comme toi dans le passé eu autant de challenges opérationnels à gérer, quand on livre autant de colis chaque année dans des géographies très différentes avec des problématiques très différentes, tu étais à la tête d'une équipe de 400 personnes, on est confronté à un grand nombre de challenges opérationnels. Du coup, très tôt, il me semble que tu t'es attelé à te dire comment est-ce que je fais pour booster ma productivité, comment est-ce que je fais pour me démultiplier, pour gérer tout ce que j'ai à gérer en parallèle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des challenges que tu as expérimentés et comment progressivement tu as commencé à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps et être plus productif? Exactement. Typiquement, pour répondre à cette question, déjà, faut comprendre un peu le style de CEO que je suis. La première caractéristique, c'est que je suis un CEO assez hands-on, donc j'aime bien faire les choses par moi-même et à mon rythme, même si parfois c'est très complexe. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'une info, je vais la chercher. Si j'ai besoin d'une data, je vais faire ma query directement en base de données, je fais mes analyses et j'ai pas envie de descoper tout le monde. Ensuite, gérer une société de 400 personnes, c'est bien, j'adore, mais plus on reste à taille humaine et plus en fait on est capable d'avoir une société en fait qui est toute petite, et donc on met un accent qui est très très fort sur la productivité pour réussir à rester une boîte avec le moins d'employés possible. Ensuite, j'adore parler aux experts, mais pendant un temps limité, le temps d'avoir répondu à toutes mes questions. Et ensuite, ce que j'attends de mes équipes, souvent, c'est d'avoir des gens qui évoluent constamment et qui savent s'adapter aux réalités d'un monde qui change. Donc, typiquement, l'intelligence artificielle répond à tous ces besoins. Et en termes de gros challenges, chez Qubin, on a dû passer de 0 à 15 millions de revenus en 9 mois. Donc ça demande une adaptation constante à des nouvelles problématiques. On a dû recruter 150 personnes en 6 mois. Ensuite, il faut gérer la formation de ces personnes, gérer la carrière de ces personnes, s'assurer donc de la formation continue des employés, optimiser leur productivité et gérer leur parcours de carrière. Et tout ça, en fait, il faut apprendre à le faire très, très rapidement. Et ensuite, un autre challenge très fort, à un moment, on a décidé de commencer à automatiser nos entrepôts. Donc, c'est des nouvelles technologies à apprendre et à développer. Donc, pareil, ça, l'intelligence artificielle nous permet de monter en compétences très, très rapidement. Et aujourd'hui, donc, sur mon nouveau projet, donc là, je suis en train de développer donc une nouvelle structure. Donc, je connaissais pas grand-chose au monde du private
donc il faut apprendre énormément de choses. Je développe tout en fonds propres pour le moment, donc c'est pareil, il faut être très efficace et être très productif et surtout être capable d'aller piocher à droite et à gauche toutes les compétences dont on a besoin. Et ensuite, si le projet marche, il va falloir intégrer de nombreuses sociétés en 24 mois et donc ça va représenter des challenges opérationnels et en productivité qui sont très très forts. J'imagine. Vous avez en parallèle pour réagir et pour nourrir la conversation des sondages qui s'affichent sur le côté de votre écran. On serait ravis d'avoir vos inputs dessus, notamment sur à quelle fréquence est-ce que vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle et quels outils précisément vous utilisez. Adrien, on a évoqué donc un certain nombre de challenges auxquels toi tu as été confronté. Est-ce que tu peux prendre peut-être 1, 2, 3 de ces exemples et les détailler pour nous expliquer comment est-ce que l'intelligence artificielle et ChatGPT te permet de craquer ce sujet et de gagner du temps? Oui, exactement. Donc comme je disais juste avant, donc j'aime bien être assez hands-on, donc mettre les mains dans le cambouis. Donc ChatGPT typiquement m'assiste pour tout. Il est capable de me produire des queries, il est capable de m'expliquer du code, il est capable de produire du code, il est capable de me faire des analyses de données, il est capable de produire du contenu. Donc du contenu, ça peut être à la fois du texte, à la fois du code. Maintenant, on commence à arriver sur des images, on arrive aussi sur des vidéos. Donc concrètement, la manière dont je le vois, c'est une équipe pluridisciplinaire, multidisciplinaire qui est à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf quand il y a des downs. Mais concrètement, je suis capable d'aller chercher continuellement tout type de compétences que je n'avais pas à disposition avant. Et ensuite, en termes de productivité, je suis même pas capable de dire aujourd'hui que je suis X fois plus productif qu'avant, parce que clairement, en fait, avant, il y avait des thématiques où j'étais à zéro. J'avais aucune connaissance, et donc maintenant, en 2 prompts, 2 requêtes, j'ai accès à un expert sur n'importe quel type de thématique, ce qui ouvre un champ des possibles en termes de sujets couverts et en termes même de productivité au sein de ces sujets qui est énormissime. C'est par exemple quand tu as dû automatiser tes entrepôts, comment tu t'y es pris? Comment est-ce que Bah, tu c'est as un nouveau ouais, sujet à traiter, tu vois, c'est quoi ta méthode et comment tu l'utilises? Alors si on rentre du coup dans la méthode pour rentrer dans un nouveau sujet, donc si je pars d'un sujet que je connais pas du tout, c'est toujours la même méthode. Donc il y a quatre axes. Le premier axe, c'est je vais essayer de maîtriser les fondamentaux de la nouvelle thématique du coup à maîtriser. Ensuite, je vais utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour brainstormer, analyser, faire du problem solving. En 3, je vais structurer du coup l'output dont j'ai besoin. Et en 4, je vais commencer du coup à produire directement. Donc, si on prend le premier axe qui est la maîtrise des fondamentaux, moi j'ai un mode d'apprentissage qui est bien à moi et je pense que chacun est assez différent et apprend à sa manière. Et donc, typiquement, ChatGPT peut s'adapter au mode d'apprentissage de chacun. Donc, moi j'aime bien commencer par une présentation qui est générale du sujet. Donc, si on prend l'exemple de l'automatisation, c'est bien comprendre le type des technologies qui existent actuellement, qui sont utilisées, et donc avoir une présentation qui est très générale de ces sujets et des concepts clés. Et ensuite, moi, j'ai un mode d'apprentissage qui est particulier où je rentre vraiment de manière très spécifique sur des sujets et j'apprends en mode brute force, c'est-à-dire que je vais poser 50 questions pour approfondir et comprendre à ma manière le sujet. Et donc, je considère là ChatGPT comme un prof particulier à qui je peux poser 50 fois la même question sans qu'il s'énerve jamais ou qu'il me considère comme un idiot. Donc, je peux passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre. Et donc, là, c'est question sur question. Parfois, je laisse même pas finir ses réponses. Je le coupe. Je prends juste ce dont j'ai besoin et je passe à la suivante jusqu'à avoir vraiment bien compris le sujet. Ensuite, une fois que j'ai vraiment bien compris le sujet, je peux passer du coup dans la phase du coup brainstorming, analyse ou problem solving. Et donc là, je suis en mesure de commencer à discuter. Et la manière dont j'utilise ChatGPT à ce moment-là, je le considère comme un copain avec qui j'échange des informations. Si on fait ça et ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, je rentre toujours dans la même boucle où je lui partage mon intuition, je prends le feedback et je viens adapter ensuite mes prompts suivants pour essayer de bien comprendre comment il fonctionne.
et ainsi de suite jusqu'à à réussir à clarifier en fait une vision et une bonne compréhension du sujet. Donc, si on prend l'exemple de l'automatisation, une fois que j'ai compris le sujet de manière générale, je vais venir lui apporter des données concrètes par rapport à mon besoin spécifique pour être capable de commencer à faire émerger une stratégie d'automatisation des entrepôts. Et donc là, par exemple, ça va être le type de technologie qu'on va utiliser pour automatiser l'entrepôt, sachant qu'il en existe de multiples. Et donc, je vais venir réfléchir avec lui sur quelle est en fait la stratégie d'automatisation qui est la plus importante et la plus adaptée à notre besoin. Je pense que là, c'est assez important sur cette phase de comprendre comment les modèles de générative AI fonctionnent. Faut pas imaginer qu'on parle avec quelqu'un qui a une conscience ou qui a une créativité. C'est juste un système un peu débile qui prédit avec une grande précision quel est le mot suivant à générer sur la base d'un contexte et des mots précédemment générés. Donc, à la fin, ça donne l'impression d'être des réponses qui sont intelligentes, mais dans les faits, ça l'est pas réellement. Donc, dans les discussions, il va pas être capable de créer des choses de toutes pièces. Il a zéro créativité. Par contre, il a une connaissance qui est complètement illimitée et il peut permettre de créer en fait avec un deuxième cerveau qui assiste. Ensuite, donc une fois qu'on a réussi à brainstormer, faire les analyses et commencer à poser une stratégie, là on va passer dans la phase de type production. Et donc la première étape de cette phase de production, c'est de structurer en fait l'output qu'on souhaite. Donc si on est en train de travailler par exemple sur un texte, on va lui demander de venir nous structurer un plan détaillé sur ce texte. Si on est en train de bosser sur un projet de tech, on va lui demander si c'est un petit projet, on peut lui demander de découper les fonctions à produire pour ce projet tech, ou même plus largement, quel est le type d'architecture qu'on doit employer pour être capable de mener à bien ce projet tech. Donc là, l'important, c'est vraiment d'être capable d'avoir une structure high level qui est très complète pour ensuite pouvoir passer dans la dernière phase qui est la production. Là, c'est assez important aussi de comprendre qu'il n'a pas une mémoire qui est illimitée de ChatGPT, même s'ils sont en train d'avancer dessus. Et il n'est pas capable de produire du gros contenu très long d'un seul coup. Donc, il faut vraiment être capable de sous-découper avec lui et là, de le staffer très précisément sur notre besoin et ce qu'on veut. Donc là, maintenant, la relation que j'ai avec ChatGPT à ce moment-là, c'est un exécutant pur et dur. Je lui donne une sous-partie, je lui demande de produire. Si c'est du texte, par exemple, je vais lui donner mes bullet points et je vais lui dire de produire, de rédiger. Et ensuite, on reprend et on va itérer jusqu'à ce qu'on arrive au bon output. Donc, si on simplifie, en fait, ChatGPT, il a 3 fonctions. La première, c'est l'expertise. La deuxième, c'est l'analyse. Et la troisième, c'est la production. Et donc, et peu importe la fonction qu'on va utiliser avec lui, que ce soit l'expert, l'analyste ou le producteur, c'est toujours la même méthode. On input des informations, on attend son output et ensuite on fait des itérations et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver au bon output, que ce soit de la connaissance, un plan détaillé ou un contenu qui est précis. Parfois aussi, il se bloque et il va commencer à tourner en boucle. Là, on peut juste passer à autre chose et recommencer, ou alors juste extraire ce qu'on a déjà produit et venir corriger manuellement les 20% qui bloquent. Et en fait, ça, ce type de méthode, je l'utilise que ce soit pour un sujet très très vaste et large qui est comment on automatise un entrepôt, mais comme préparer une présentation pour Malte et Pollen, comme préparer un projet tech, préparer un contenu, enfin une présentation PPT, donc ça marche un petit peu pour tout. Ok, super clair. Merci beaucoup, Adrien. On a beaucoup parlé de ChatGPT. On sait qu'il y a pas mal d'autres outils qui sont utilisés, Bard & Co. Est-ce que tu peux nous dire quels sont pour toi les avantages et les limites de chacun et pourquoi toi, tu as choisi de faire de ChatGPT ton principal sparring partner? Ouais. Alors, ma réponse va pas spécialement être très très populaire, je pense, mais bon, c'est ma vision. En fait, moi, quand je discute avec un modèle d'intelligence artificielle, je pense que ça, tout le monde, ce qui compte, c'est la pertinence des réponses. Donc, c'est sur 100 questions, combien de fois il va me répondre précisément. Et pour moi, le modèle de ChatGPT a toujours été beaucoup plus puissant que tous les autres modèles existants, et notamment de Bard. Donc, initialement, moi, je commence sur ChatGPT
3.5 au moment où c'est le seul modèle sur le marché. Ensuite, tout de suite, je passe en premium et donc en fait, je suis upgradé sur GPT-4. Et donc en fait, juste le changement de GPT 3.5 à GPT-4, c'est un changement qui est énorme en termes de pertinence des réponses. Et donc au début, je m'en rends compte parce qu'au début, en fait, les requêtes étaient limitées sur ChatGPT 4 et donc parfois, quand on arrivait à un certain nombre de requêtes, il nous rebasculait sur 3.5. Et en fait, le changement du 4 au 3.5, on voit immédiatement la différence. Il y a une baisse de pertinence et c'est comme retrouver un vieil ami d'enfance qui a pas trop évolué, avec qui on était potes en maternelle, mais avec qui tu n'as plus trop envie de parler maintenant parce que tu as rencontré GPT-4. Et en fait, aujourd'hui, la grande majorité des modèles qui existent, ils se comparent principalement à 3.5 et ils sont plus ou moins performants versus un 3.5. Donc Bard, c'est pour moi le niveau d'un 3.5, voire un petit peu en dessous, alors que j'utilise le 4 aujourd'hui. Donc Bard, je l'utilisais initialement uniquement pour aller chercher des données qui sont actuelles et postérieures à 2021, parce que Bard a tout de suite été connecté au moteur de recherche de Google et que le modèle de données de ChatGPT s'arrêtait en 2021 au début. Sauf que maintenant, ChatGPT a évolué, il est capable de naviguer sur Internet. Le modèle, les données maintenant, elles s'arrêtent à 2022-2023. Et donc, même si ChatGPT utilise Bing, je suis pas un grand fan du moteur de recherche de Bing, aujourd'hui, je trouve qu'il est devenu plus pertinent pour aller rechercher des données temps réel qu'un modèle de Bard. Et ensuite, moi, ma vision sur ce marché, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même sur un marché de type winner take all, où quasiment tout va finir sur OpenAI. Et on le voit d'ailleurs avec leur nouvelle feature de vidéo qui est en train d'émerger. Et donc, pour moi, là, sur l'intelligence artificielle générative, on est à peu près dans la même phase que pour les moteurs de recherche au début, où on avait Google, Yahoo, AltaVista, Lycos, Senko. Mais bon, in fine, on a vu ce qui s'est passé et c'est quand même Google qui a raflé la mise sur les moteurs de recherche. Et je pense que OpenAI va devenir vraiment la plateforme de l'intelligence artificielle générative, quoi. Ok, merci pour ce point de vue. Aujourd'hui, on parlait des use cases et toi, tu as expliqué en quoi ça t'a servi pour notamment lancer l'automatisation d'un nouvel entrepôt, pour faire ton analyse de données. Aujourd'hui, on a beaucoup de freelances forcément qui sont connectés, beaucoup de profils tech. Pour toi, quelles sont les applications les plus pertinentes pour leur métier et pour leur quotidien? Pour les freelances, tu veux dire? Ouais, à la fois pour les freelances et en particulier pour les populations tech. De manière high level, donc il y a des gains de productivité qui sont énormes sur quasi toutes les verticales aujourd'hui. Si on sait utiliser ces outils-là, comme je disais, pour moi, c'est un cerveau complémentaire, c'est un deuxième cerveau. C'est pas un cerveau à part entière. Aujourd'hui, il n'est pas autonome et indépendant. Donc concrètement, c'est vraiment un gain de productivité énorme, peu importe ce qu'on fait. Ensuite, je pense que ça élargit aussi le scope des expertises qui sont couvertes parce que ça nous permet d'avoir accès à un expert sur de nouvelles thématiques. Et donc, je pense que ça ouvre des opportunités en fait de développement qui sont très, très fortes pour les freelances. Et ensuite, il y a l'automatisation de certaines tâches qui permet en fait de se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée en fait. Ok, merci. Et donc, tu parlais de ta technique pour interroger ChatGPT, en gros pour rédiger des prompts. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement c'est quoi les bonnes pratiques et c'est quoi les trucs à éviter pour rédiger des prompts? Et comment est-ce qu'on tire le maximum de ChatGPT? Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une sphère là d'experts en ce moment qui sont en train d'arriver sur le prompt engineering. Du coup, de l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment très compliqué, que c'est un art, mais le prompt engineering, c'est juste la capacité de poser des bonnes questions. Après, c'est difficile de poser des bonnes questions. Et une bonne question, c'est quoi? C'est une question qui est claire, avec des instructions qui sont claires.
ensuite, si on regarde un peu le contenu, OpenAI, donc ChatGPT, eux, ils préfèrent que vous posiez une question qui est parfaite directement, ce qui est normal parce que ils n'ont pas envie que vous envoyiez 1000 requêtes sur leur modèle pour une question. Mais dans les faits, il vaut mieux commencer par une question qui est pas parfaite si on connaît pas bien le sujet, et ensuite affiner sa question avec ce qu'on nous propose. Donc, dans la mesure du possible, il faut donner un contexte qui est très précis, décrire précisément le type d'output qu'on attend. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, moi, typiquement, j'ai configuré un contexte ChatGPT. Donc, en fait, sur ChatGPT, on envoie du coup des requêtes. Et en fait, sur notre compte, on peut configurer un espèce de contexte global qui va être livré en fait à chaque compte. Moi, mon contexte global, c'est je lui demande de considérer que j'apprends très vite et que j'ai besoin de réponses qui sont très concises. Et ensuite, mes questions, du coup, elles sont elles aussi souvent très concises et très précises. Et ensuite, il y a des techniques qui sont assez répandues que moi j'utilise souvent. Je vais vous donner des exemples. Donc, celui que j'adore, c'est adapter un persona. Quand je rentre sur un sujet, j'aime bien lui dire explique-moi tel sujet comme si j'étais un enfant de 5 ans. Donc là, concrètement, il va faire des efforts pour avoir une explication qui est assez imagée et donc avec des concepts qui sont très très simples. Et ça permet du coup de rentrer dans un nouveau sujet et de le comprendre assez rapidement. Et puis ensuite, il peut faire évoluer le persona pour rentrer dans des niveaux de complexité qui sont plus forts. Ensuite, je l'utilise aussi ce persona pour formater un petit peu le type d'output. Donc par exemple, quand je demande d'écrire, je peux lui dire dans un style à mi-chemin entre Hemingway ou Boris Vian, produis-moi cet output. Et donc, en fait, il va utiliser un peu le style pour formater de manière littéraire certains contenus. Je lui demande de me considérer, par exemple, je lui dis, considère-moi comme un économiste et explique-moi tel type de thématique. Et donc là, il va être beaucoup plus précis sur certaines verticales d'information. Ensuite, ce que j'utilise souvent aussi, c'est de lui demander quel est le format d'output qui est attendu. Réponds-moi dans un tableau. Donc ça, au lieu de me faire un paragraphe, je lui demande de me faire un tableau et du coup, c'est beaucoup plus visuel et c'est facile à comprendre. Ensuite, je vais lui dire, par exemple, pour mon livre, rédige-moi la sous-partie X du chapitre Y. Et donc là, tout de suite, il rentre dans un format d'output qui va être beaucoup plus rédigé et il va venir s'ancrer dans cette rédaction, par exemple, d'un livre. Pour ma présentation corporate, produit les bullet points suivants. Donc là, il va adapter son style, il va sortir des gros paragraphes pour aller sur des bullet points. Ensuite, j'utilise aussi souvent l'exemple. Donc là, je vais lui coller, par exemple, un texte et je lui dis pars de cet exemple et adapte la thèse à tel type de besoin. Donc ça permet de... Ah, on a perdu Adrien. Je crois qu'on a perdu Adrien. Bon, peut-être j'en profite pour résumer un petit peu les grands principes. Bon, on m'entend toujours, hein? Ouais. Oui. Pour résumer les grands principes qu'il évoquait sur comment est-ce qu'on fait un bon prompt. Premier, c'est donner du contexte. Il a configuré d'ailleurs lui-même pour ChatGPT un contexte global qui permet de briefer ChatGPT à chaque fois avec ce même contexte et derrière qu'on peut adapter en fonction de chaque requête. Deux, bien préciser le type de livrable attendu. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est des bullet points pour une présentation? Comment on veut que ce soit présenté in fine? À qui ça s'adresse pour adapter le niveau de la complexité de la réponse? Quel est le style? Est-ce qu'il y a des types? Alors, il a cité des auteurs, des écrivains, mais ça peut être aussi des types d'émetteurs dont on a envie de s'inspirer. 4, lui suggérer des exemples, lui dire, voilà, quand on utilise telle chose, voilà ce qui a été produit, je voudrais que tu t'en inspires pour me faire ta recommandation. Ça fait partie des best practices qu'il évoquait. Bon, je pense qu'il va se reconnecter. On est en train de l'appeler. On a vu aussi vos différentes questions sur le chat. On va en prendre une dizaine à la fin.
Il y en a déjà beaucoup. N'hésitez pas à upvote, donc à valider les questions qui vous semblent les plus pertinentes, parce qu'on aura 15 minutes de questions-réponses à la fin. Mais du coup, pour s'assurer d'avoir le temps de prendre les questions qui sont les plus attendues. Et Adrien est de retour. Je suis de retour. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je résumais, du coup, les bases du prompt engineering que tu avais rappelé. Donc, tu en étais sur... on lui suggère des exemples. Logique d'exemple, ouais. Ouais, vas-y, je te laisse reprendre. Ensuite, quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, c'est le feedback. Donc, je lui demande, donne-moi du feedback sur un texte, une présentation. Et donc ça marche super bien pour mettre en lumière les anomalies de raisonnement. Par contre, il faut faire attention parce qu'il va toujours flatter et donner raison. Par contre, il va dire ce qui est usuel ou non sur certaines thématiques. Et aussi, quelque chose qui est assez important, c'est de comprendre qu'il réfléchit comme un Américain. Et donc, il y a une différence culturelle. Je vous donne un exemple très spécifique. Je regarde des sociétés en fait à racheter, dont certaines sont en faillite. Et donc, j'ai utilisé ChatGPT pour m'expliquer un peu le fonctionnement des procédures de liquidation, comprendre précisément ce qu'attend un liquidateur quand il y a une offre de reprise d'entreprise. Et lui, il m'explique, donc ChatGPT, qu'un liquidateur, il va favoriser une offre qui sauvegarde d'abord les dettes de la société, puis ensuite la sauvegarde des emplois. Donc ça, j'imagine que c'est très américain, mais en France, ça marche pas du tout comme ça. C'est d'abord les employés et ensuite les dettes. Et donc c'est vrai que en regardant directement, en échangeant avec ChatGPT, il y a quand même des différences culturelles. Est-ce que tu l'avais bien précisé dans ton contexte? J'avais précisé dans mon contexte, mais il est assez bon pour réfléchir sur un contexte global, mais et prendre les datas au global de toutes les reprises d'entreprise, comment ça s'est passé? Qui sont des datas en réalité sur un micro-cluster qui sont les États-Unis et encore un micro qui est la Silicon Valley. On reviendra peut-être juste après sur les limites de ChatGPT et les travers à éviter et ce que tu as constaté. Est-ce que, avant de creuser un petit peu ce point-là, est-ce que tu as d'autres conseils à partager sur comment rédiger un bon prompt? Oui, une autre et juste la dernière du coup méthode que j'utilise pas mal avec ChatGPT, c'est les exercices d'abstraction. Donc ça c'est assez utile pour brainstormer et pour essayer de projeter un petit peu le futur malgré le fait qu'il ait des capacités de prédiction qui sont assez limitées. Donc un exemple de prompt de discussion avec ChatGPT que je peux avoir, je peux lui dire OK, imagine qu'on est fin 2024, que l'inflation ne baisse pas malgré une hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est un truc très économique. Je lui demande de m'expliquer pourquoi. Et donc, lui, il va me générer toutes les réponses possibles. Et donc, ça je l'utilise pas mal. Donc, j'ai pas atteint mes objectifs. Pourquoi? Là, je lui donne un peu de contexte et il va me dire telles sont les raisons, etc. Et donc, par exemple, quand on gère une boîte, les risques, entrepreneur, on est toujours très très optimiste et par contre on a du mal à identifier les risques pour notre boîte et il est très très fort là-dessus si on lui donne du coup les bonnes informations. Et ensuite les prompts qui marchent pas, c'est lui demander de penser. Quand on lui dit tu penses quoi, il a jamais d'avis réel. Lui demander de créer quelque chose de toute pièce, il sait pas faire non plus. Et donc ça, c'est les gros axes limitants. Et sinon, en fait, comme je dis, parfois il y a des questions qui sont plus ou moins bien, mais c'est pas grave, on itère et on repose les questions. Donc si la réponse est pas correcte, moi je repose jusqu'à arriver à une réponse qui me permet de répondre à la question que j'avais et qui était sous-jacente. Ok, super. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Est-ce que maintenant, tu peux nous faire une petite démo de concrètement, tu prends un cas que tu as récemment craqué grâce à ChatGPT et tu nous montres la conversation que tu as avec lui pour arriver à la réponse que tu attendais et qui te semble la plus pertinente. Et je rajoute une question là-dessus, c'est comment est-ce que tu sais que tu es arrivé à la réponse la plus pertinente?
à ce moment-là? À quel moment t'arrêtes de lui poser des questions, de le challenger, de lui faire des feedbacks pour qu'il raffine la qualité de sa réponse? Yes. Du coup, là, je l'ai préenregistré parce que parfois, il met du temps à générer. Donc là, l'exemple que je vais donner, donc, j'ai pris un set de données qui sont des données qui sont publiques. Donc moi, je m'intéresse pas mal au sujet d'économie, et donc j'ai demandé je suis allé sur Internet pour récupérer en fait la masse monétaire globale et les prix de consommation, qui sont des données économiques assez générales. Et donc j'ai ce fichier là que je vais donc là je scrolle un petit peu dans le fichier, et donc je vais inputter ça directement du coup dans le chat GPT. Et donc là, je lui demande de me faire des graphes qui sont basés sur ces données-là. Donc là, j'accélère un petit peu la génération parce que il met souvent un peu de temps à produire, mais donc ça vous donne une idée déjà de comment. Donc là, vous voyez. Donc là, je lui ai juste donné un set de données et je lui ai dit produis-moi deux graphes, un graphe pour la base monétaire et un graphe pour les évolutions des prix d'achat aux États-Unis. Donc c'est assez visuel, et donc ça me permet d'avoir des graphes. Donc on part de la base que je connais rien en économie, je rentre ce set de données, il va me sortir deux graphes. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a une explosion en 2008 sur le graphe de la base monétaire. Donc je vais lui demander de m'expliquer un petit peu quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette explosion. Donc là, concrètement, il va aller chercher dans des données historiques, et donc il m'explique que le graphe il explose à ce moment-là parce que en 2008 il y a eu la crise économique, et donc qu'on a vu une hausse de la masse monétaire comme réponse économique à ce problème. Donc là, pareil, maintenant, je commence un petit peu mieux à comprendre le sujet qui est face à moi, et donc je vais lui demander de me découper les phases historiques et de m'expliquer ce qui s'est passé dans l'économie, donc basé sur les données concrètes que je lui ai inputées et basé à sa connaissance générale. Et donc là, il me sort toutes les grosses phases économiques modernes, et il vient de me découper donc là ce graphe par époque en me mettant des couleurs. Et donc ça vous donne un peu une idée générale de ce qu'on peut faire, à quel point on peut rentrer dans le détail avec un chat GPT. Et donc là, il me produit beaucoup de contenu pour m'expliquer toutes les phases économiques. Ensuite, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de corréler les deux sets de données que j'avais. Et donc, je lui demande s'il y a un lien entre la base monétaire et l'inflation. Et donc là, il me sort un graphe où il sort une corrélation du coup qui est très forte entre l'évolution de la masse monétaire et les prix à la consommation, donc l'inflation. Donc, en fait, juste en 2-3 prompts, j'ai à la fois un rappel historique global de ce qui se passe dans l'économie. Il est capable de me connecter en fait deux sets de données pour trouver des liens de corrélation. Et donc, en fait, je suis capable de comprendre des choses qui sont très, très complexes d'économie, juste en lui posant 2-3 questions qui permettent de comprendre ça. Donc, il me dit que oui, il y a une corrélation. Et ensuite, je lui demande qu'est-ce qu'on peut prédire dans les mois prochains. Et comme je vous l'avais dit, il se mouille jamais sur les prédictions. Et donc là, il me dit, c'est difficile de prédire, etc., etc. Ensuite, je lui demande de me faire une synthèse de ce qu'on s'est dit en bullet point. Et donc, si j'ai envie de creuser, j'ai donc tout le détail qui explique ce graphe et cette analyse de données. Donc, on est juste pour vous donner pour vous faire comprendre la puissance de cet outil. J'ai vraiment envoyé ce set de données avec deux colonnes, et il est capable de corréler ça à des événements historiques et m'expliquer concrètement tout ce qui s'est passé dans l'économie pour être capable d'en arriver là. Maintenant, je sais qu'il y a des techs
dans l'audience. Et donc, j'ai fait une deuxième vidéo où en fait, je pars de ce qu'on s'est dit et donc je vais lui demander de me créer un blog sur la base de ce qu'on vient d'échanger. Donc, parfois, ChatGPT bug, mais donc là, il est en train de me générer donc l'HTML avec le CSS. Ça va être assez basique, mais ça va vous donner une idée un petit peu de ce qu'on est capable de faire. Et donc là, il me génère l'HTML et le CSS d'un article de blog qui reprend les discussions qu'on vient d'avoir. C'est assez technique, c'est sur l'évolution, c'est l'évolution de la base monétaire. Donc, il me sort, donc ça, c'est un article, donc c'est une page HTML que je pourrais du coup mettre en ligne. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais itérer avec ChatGPT pour commencer à me rapprocher d'un output qui est plus présentable. Donc là, je lui demande de me créer sur ma page un espace pour pouvoir ensuite, en temps voulu, mettre le graphe qu'il m'avait produit précédemment. Donc là, hop, on itère et il va me reproduire une page HTML. Hop. Donc là, vous voyez maintenant, on a itéré, donc il m'a créé un bloc où je pourrais tout à l'heure ou plus tard mettre mon image qui reprend les points. Sauf que si vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait 3 graphes et non pas un. Donc, c'est reparti, je lui renvoie une requête en lui disant « Est-ce que tu peux me produire 3 charts parce qu'il y en avait 3 et ensuite, est-ce que tu peux rajouter plus de détails sur l'article de blog parce qu'il n'y a que des bullet points ?» Et donc là, il repart et il va me régénérer donc un fichier HTML et CSS avec plus de contenu et les 3 graphes. Et donc là, j'ai quasi une page de blog. Bon, le design n'est pas fou, mais ça vous donne un peu une idée de la puissance. Et donc, en quelques prompts, je suis capable en fait de faire une analyse économique très poussée sur la base d'un set de données et d'événements d'événements historiques, et je suis capable de transformer cette page en un fichier HTML, CSS sans avoir aucune compétence et connaissance économique et sans avoir aucune compétence et connaissance tech. Super. Merci beaucoup, Adrien, pour ces exemples. Effectivement, très parlants. On a beaucoup de questions sur le chat. Je propose que on les prenne. Donc, Céline, tu peux peut-être afficher les 10 questions les plus votées. Tout à fait. Me revoilà. Donc, on a eu beaucoup de votes. N'hésitez pas à aller dans l'onglet questions et à voter pour les questions qui vous plaisent le plus et auxquelles vous voulez vraiment avoir une réponse. Je vais afficher la plus populaire qui a eu 36 votes. Hop. Normalement, ça s'affiche bien à l'écran. Peut-on avoir des exemples très spécifiques et très concrets d'utilisation de ChatGPT pour gagner du temps et sur des tâches bien définies? Du coup, prenons l'exemple donc d'une présentation. J'ai une présentation du coup à faire demain pour mon équipe. Par exemple, je travaille dans une fonction RH et je dois présenter du coup un plan de carrière. Donc là, je peux utiliser ChatGPT pour essayer de comprendre quel type de plan de carrière existe dans quel type de structure pour commencer à vraiment construire une vision de ce qui pourrait être le plus adapté pour mon entreprise. Ensuite, je peux utiliser ChatGPT pour brainstormer directement avec lui pour que ce soit vraiment 100% adapté aux besoins de mon entreprise et de mon équipe. Et ensuite, une fois que j'ai défini cette stratégie, on est capable de demander à ChatGPT de nous poser la structure d'une présentation corporate pour faire en sorte que on arrive à vendre au mieux cette présentation aux équipes. Et ensuite, on peut demander à ChatGPT de venir nous produire le contenu et les bullet points pour chaque slide au sein de cette présentation. Donc, vraiment de bout en bout sur un projet avec ChatGPT, on est capable de l'utiliser pour nous aider à comprendre des choses et ramener des inputs du coup marché sur une certaine thématique, et ensuite sur toute la production, il peut nous assister. Pour la partie tech, il y a aussi vérifier la qualité du code. On l'avait évoqué quand on s'est parlé un peu la semaine dernière pour préparer ce call. Exactement. Oui, côté tech, du coup,
pour un profil comme moi qui comprend la tech mais qui dev très peu, moi je lui input du code, je lui demande de m'expliquer. Donc il peut m'expliquer un code. Il est capable, je peux lui demander de créer la documentation. Tous les devs détestent créer la documentation. Je lui input mon code et je lui dis crée la documentation sur la base de ce code. Je peux lui demander de venir faire du refactoring, de venir améliorer mon code, d'essayer de voir où sont les anomalies au sein de mon code. Et ensuite, moi, je l'utilise aussi même de manière très high level pour m'aider à poser l'architecture tech d'un projet spécifique, quoi. Donc, c'est vraiment un deuxième cerveau pour tout, quoi. Super, merci Adrien. On peut peut-être avoir une deuxième question, Céline. Exactement, je vais mettre la deuxième qui a été le plus voté, qui est à l'écran. Y a-t-il des déperditions de fonctionnalités en rédigeant ces prompts plutôt en français? Alors, moi, je fais tout en anglais. En réalité, le ChatGPT a quand même un très bon niveau en français. Moi, je lui pose des questions en français que sur des sujets spécifiques qui sont la psychologie ou la médecine. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que aussi c'est une question de vocabulaire pour moi parce que j'ai pas les termes médicaux en anglais et donc je lui prompte en français, mais sinon moi je fais tout en anglais. Mais c'est aussi beaucoup parce que c'est assez tech dans l'approche et que le code de manière générale est en anglais, quoi. Donc c'est plus logique pour moi de le faire et aussi c'est plus concis en termes de prompt et en termes de réponse. Et après est-ce qu'il y a vraiment une déperdition? Ça je peux pas vraiment le dire parce que je l'expérience pas. Ça marche. Troisième question. Donc toujours sur le sujet des prompts, quand il y a des informations saisies qui sont sensibles, est-ce que les données sont stockées? Alors ça c'est un vaste sujet. Normalement dans le chat sur ChatGPT, ils utilisent la data pour enrichir leur modèle et via API non. Du moins c'était cette situation il y a quelques mois. Donc sur les sujets de confidentialité, clairement il y a un gros sujet là-dessus et c'est quasi pour moi la seule raison pour laquelle ce marché serait pas un winner take all, c'est que je pense qu'il va y avoir des modèles privés à destination d'entreprises qui utilisent du coup des données qui sont sensibles et confidentielles, mais au sein d'un cluster qui est partagé que pour une entreprise. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui développent ça. Exactement. Développent leur propre système. Et après, tu as des modèles alternatifs européens qui se positionnent justement sur une meilleure protection de tes données. Je pense à Mistral et d'autres. Exactement, ouais. Alors, ensuite dans les questions votées, c'est un peu similaire à ce à quoi tu as répondu avant, donc je vais passer aux suivantes. Voilà. Dans la phase de collecte d'informations, dans quelle mesure vas-tu challenger les éléments qui sont fournis avec d'autres sources? Alors, j'ai pas décrit ça dans les types de prompts, mais souvent je lui demande des sources aussi pour être capable d'aller checker. Moi, là où je le trouve vraiment mauvais, ChatGPT, c'est sur les chiffres. ChatGPT, c'est un littéraire avec une connaissance infinie, mais avec un gros zéro pointé en maths au bac. Donc, il est capable de connaître toutes les formules, mais il n'est pas capable de calculer correctement. Donc, typiquement, dès que ça touche à de la donnée, moi, je refais tout le temps les calculs et il a souvent faux. Sur des données... C'est-à-dire quel type de calcul? Parce que tout à l'heure, tu nous faisais des démos avec justement des datas, la construction d'un graphe, le calcul de relation. Création d'un graphe, etc. Ça marche très bien. Typiquement, quand je lui ai demandé l'ordre de magnitude de l'augmentation de la masse monétaire, là, j'ai pas double-checké le chiffre, mais il y a une grosse proba qu'il ne soit pas exact l'ordre de magnitude. Il a vraiment du mal à faire des calculs, des multiplications, des divisions, des choses comme ça. Mais par contre, il est capable d'interpréter il est capable de faire une analyse, mais il n'est pas capable de calculer. Pour moi, c'est vraiment les grosses limites.
Et ensuite sur les éléments, on va dire plus conceptuels, sur les concepts, là le niveau de précision est très très élevé. Et donc quand c'est une grosse thématique et qu'il y a on va dire un angle qui est assez tranché, je vais venir double-checker avec d'autres sources. Mais sinon, de manière générale, je fais quand même souvent confiance. Attends, et pour revenir sur le point des calculs, c'est quand même un point assez important s'il te fournit des datas qui sont erronées. Est-ce que tu as une manière de l'interroger ou une manière de le challenger qui améliore la fiabilité des données qui te sortent? C'est plus donc ramener des données qui sont connues publiques, c'est juste, il va exprimer en chiffres, mais c'est comme si c'était du texte. C'est plus venir calculer sur la base de deux sets de données. Ça, il a un peu plus de mal à le faire, quoi. Ouais. Et parfois, moi, je rentre dans des boucles avec lui en lui disant refais le calcul, mais je vois bien qu'il est limité sur ces aspects-là, quoi. Donc, dès que c'est faire des calculs un peu complexes, je n'utilise pas du tout ChatGPT pour le faire. Ok. Il va être bon pour faire des analyses, mais pas pour calculer, quoi. Merci pour la question, du coup. C'est intéressant d'aborder ce point. Ensuite, on a une question qui est pas mal revenue. C'est avoir ton avis sur Mistral. T'as testé? J'ai jamais testé. J'ai pas spécialement d'avis sur le sujet. En gros, je pense qu'il y a un avis politique qui est que il faut une souveraineté européenne. Donc évidemment, Mistral, c'est génial là-dessus. Ensuite, il y a un aspect pragmatique, c'est quelle est la pertinence réelle du modèle Mistral versus un GPT-4. Ça, il y a différents tests qui sont faits, mais moi, tant qu'il n'y a pas plus de tests, plus de pertinence, je vais le tester à un moment, mais pour moi, en fait, tu es obligé d'être au-dessus, sinon, en fait, je peux pas utiliser le modèle. Et ensuite, il y a un sujet clairement en termes de funding. Donc, c'est une grosse levée de fonds pour une boîte française et européenne. Mais juste quand on compare les montants entre ce qu'on lève pour l'intelligence artificielle en Europe versus ce qui est levé aux US, c'est triste à dire, mais je vois pas trop comment on va réussir à concurrencer ce type d'investissement, même si nos profils en réalité sont très bons, voire meilleurs, parce que dans tous les labs d'intelligence artificielle, c'est des Français. Donc, mais il y a vraiment un problème de financement, quoi. Et la levée servant à faire tourner les serveurs pour démultiplier les pour puissances. enrichir les modèles. Pour enrichir les modèles. Ouais. Exactement. D'où le fait qu'il y ait besoin de lever autant. Exactement, ouais. C'est un gros sujet réglementaire aussi. Ça dépendra aussi de la manière dont l'Europe va réguler sur l'utilisation de ces outils des citoyens et des entreprises. Ouais. Eh bien, parfaite transition, Julie, pour la prochaine question. L'impact environnemental de ces usages. Alors, là-dessus, pour le coup, j'ai moins de connaissances. En gros, clairement, tous les modèles sont assez demandants, on va dire, en termes de capacité du coup de calcul, donc de base de consommation. Quelle est l'ampleur j'avoue, j'ai pas l'information, mais je pense que clairement c'est des modèles qui sont très très consommateurs d'énergie et qui peuvent avoir un impact environnemental qui est assez fort, et il faut faire rentrer du coup ces thématiques-là dans la manière dont on régule en fait ces intelligences artificielles, clairement. Merci. Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps pour une ou deux questions encore. Alors, voilà. Adrien, as-tu des best practices pour l'utilisation de ChatGPT sur ta gestion de projet? Du coup, sur rétro-planning, c'est un peu, c'est comme pour moi
gérer un projet ou faire un rétro-planning, c'est comme structurer une présentation, par exemple. Donc, il est capable de découper en fait un projet en petits blocs. Ensuite, en termes d'évaluation du temps, qui est quand même un gros sujet quand on fait un rétro-planning, ça va être un petit peu plus difficile à le faire. Et pour le coup, je pense que c'est là où c'est vraiment un deuxième cerveau. Lui, il va être bon pour sous-découper. Et derrière, c'est là où nous, il faut qu'on soit capable d'amener l'intelligence pour savoir combien de temps ça prend et comment on produit. Et donc, du coup, je pense que la meilleure manière de l'utiliser, c'est vraiment dans l'aide à la structuration et au sous-découpage des tâches au sein d'un projet spécifique. Merci. Il y a beaucoup de questions auxquelles les équipes Pollen ont du coup répondu par écrit, donc je vais en mettre une dernière qui a aussi pas mal de votes. Et voici. Donc, est-ce que ChatGPT peut analyser une image si on envoie une image d'une page web? Est-ce qu'il peut interpréter justement ce qu'il y a dessus? Ouais. Ouais, du coup, ce qui est assez fou, on peut faire un screenshot, inputter le screenshot dans ChatGPT et il est capable de sortir un HTML, CSS. On est un peu au début là-dessus, donc clairement en termes de style, je trouve qu'il n'est pas encore bon pour bien reconnaître les couleurs, par exemple d'un background ou même d'une police d'écriture. Par contre, il va être très bon pour identifier le texte. Et ça, typiquement, tu reposes cette question dans 12 mois, on sera ailleurs là. Clairement, je pense que vraiment, il sera capable quasi de te sortir le style CSS sur la base d'une image, quoi. Et donc, de manière générale, moi, ce que je vois, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fait de pouvoir élargir son type de compétences. Le no-code, c'est génial pour permettre à des gens qui codent pas de pouvoir déplacer des blocs. Je pense que l'intelligence artificielle ramène le no-code dans une autre dimension. C'est-à-dire, vous l'avez vu tout à l'heure, juste en un prompt, il me fait des carrés, il peut bouger les carrés. Donc, je suis pas rentré très dans le détail, mais il est capable vraiment de faire des choses assez poussées. Il est capable de faire les ombres, il est capable de vraiment de rentrer dans le détail sur un CSS et sur de l'HTML. Et donc, il peut faire ça en copie d'une image, mais aussi sur la base juste de prompts qui sont assez précis, quoi. Donc pour toi, on aura moins besoin, pour rebondir là-dessus, on aura moins besoin des outils no-code parce qu'on pourra tous plus facilement accéder à du code? Je pense que oui, clairement, il va y avoir une évolution là-dessus. Mais même, il y a une question qui va se poser à un moment sur le code, parce que il y a beaucoup de langages qui sont compilés, mais on crée un langage, ensuite on le compile pour qu'il y ait un langage qui parle à la machine. À un moment, si on rentre via le prompt, peut-être qu'il va directement sortir le langage compilé, parce que c'est un langage qui n'a pas besoin d'être lu par un humain derrière. Mais ça va prendre du temps, et puis il faut accepter de rentrer dans une zone de risque où on comprend plus tout. Mais je pense qu'il va y avoir des énormes changements là-dessus, quoi. Quand je vois les interactions que j'ai avec ChatGPT et comment il me produit le code, clairement, ça va évoluer, quoi. Super, merci beaucoup Adrien. On peut peut-être conclure là-dessus et peut-être juste pour terminer, ajouter un mot de la fin sur l'essor de l'IA pour les freelances et l'essor du coup ce qu'on appelle les one-person company et comment est-ce que ça va donner à tous les freelances qui sont avec nous aujourd'hui encore plus de ressources, d'opportunités pour se développer en tant qu'individu et en tant que one-person company. Clairement, enfin, moi, je suis très optimiste sur l'utilisation de ces technologies. Comme je disais, pour moi, c'est un second cerveau, donc ça viendra pas en remplacement d'un cerveau. On n'aura pas un cerveau unique d'intelligence artificielle qui remplacera les autres. Donc, si on le prend de ce côté-là, en réalité, ça nous permet d'automatiser des tâches qui sont répétitives, ça nous permet d'optimiser notre temps, de nous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, ça permet de développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouveaux services, et tout ça avec beaucoup moins de ressources qui existent. Je regardais un talk qui disait en fait l'intelligence artificielle ça va disrupt l'investissement
de seed, par exemple, parce qu'en fait, maintenant, on va être capable de créer des boîtes avec beaucoup moins de ressources. Et donc, on peut imaginer qu'on aura des boîtes à 1, 2 personnes dans le futur qui sont multidisciplinaires grâce à ce type de technologie. Et donc, ça permet en fait à tout le monde de rentrer dans des courbes d'apprentissage qui sont beaucoup plus rapides parce que, comme tu le disais, Julie, en début, on est sur des cycles où la connaissance évolue très très vite, et je pense que là on est rentré dans une nouvelle phase de la connaissance où les cycles qui étaient à 18 mois, peut-être qu'ils vont encore plus se raccourcir, et donc clairement la compétence de demain, c'est comment on travaille avec ce deuxième cerveau pour être capable de constamment évoluer et d'être adapté aux besoins du présent, quoi. Super. Merci beaucoup pour cette analyse. Je te laisse conclure, Céline. Oui, merci à tous les deux pour votre présentation qui, d'après ce que je vois dans le chat, a beaucoup plu. J'ai mis dans le chat d'ailleurs, et je le remis parce que les messages remontent, un petit questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le format, le contenu, si c'est des sujets que vous voulez revoir. J'ai aussi mis le lien avec la page de partenariat du coup avec Pollen. Un replay sera disponible dès demain, qu'on vous enverra par mail. Et on vous communiquera d'ici, je pense, d'ici 2 jours, d'ici lundi max, on va dire, qui sont les deux gagnants du concours et qui pourront être aux côtés d'Adrien le 26 avril pour rentrer un peu plus dans le détail et pour prompter en live avec lui. Ça va prompter. Exactement. Merci à vous, merci à Stécie aussi, Olivier qui était en backstage pour répondre aux questions par écrit. Olivier, mon associé. Bon, merci beaucoup à tous. À bientôt. Et merci Adrien. Merci.